Bonsoir à tous et bienvenue dans Des hauts et des bas, ce rendez-vous dont je ne peux pas vous dire à l'avance totalement de quoi il va parler. Je vous rappelle le principe. Des chrétiens laïcs engagés dans la société à des titres divers et qui acceptent de venir dans le salon de Des hauts et des bas pour que nous puissions discuter ensemble de l'actualité du monde qui nous entoure. Nous avons la joie d'accueillir ce soir sur ce plateau Christiane Rancé. Bonsoir Christiane. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Alors, je redis aussi, personne n'est ici en raison d'une légitimité particulière sur les sujets d'actualité. Tant mieux. Évidemment, chacun d'entre vous a tout de même une casquette, une raison sociale. Christiane, on vous connaît comme écrivain. Les téléspectateurs de KTO vous ont vu notamment dans l'Esprit des Lettres, encore il y a peu, à l'occasion de la publication de vos carnets spirituels. D'autres choses en préparation ? Un roman et puis un dictionnaire amoureux des saints. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir avec nous. Également pour la première fois, Rémi Brague, philosophe de grande notoriété, qu'on a vu aussi d'ailleurs dans l'Esprit des Lettres. Cher maître, bonsoir. Bonsoir, jeune ami. Merci beaucoup d'être là. Et lui aussi, il vient pour la première fois. Rémi, pardon, des livres en préparation aussi. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà faire le pied de grue dans sa librairie ou est-ce que votre éditeur vous laisse encore un peu de temps ? Non, je crains que vous n'ayez encore un petit peu de temps. D'accord. Je rame sur 4 bouquins en même temps, ça suffit. On peut toujours acheter les précédents, sagement, pour ceux qui ne les auraient pas encore. Uniquement ceux qui sont parus, j'y tiens. On va faire comme ça. Merci Rémi. Pour la première fois aussi sur ce plateau, Jean-Marc Potvin. Bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir Philippine. Alors Jean-Marc, vous êtes parmi de nombreuses autres choses, vous êtes le fondateur d'Entourage, ce réseau social qui vient d'obtenir le prix La France s'engage. Oui, c'est une grande fierté parce que ça va nous permettre de nous donner les moyens de déployer à l'échelle nos initiatives. Alors c'est un prix remis par la présidence de la République qui vous permet effectivement d'avoir beaucoup plus de moyens, mais peut-être on redit ce qu'est Entourage pour ceux oui, qui en n'auraient fait, pas suivi. on cherche à lutter contre l'isolement relationnel des personnes de la rue, les personnes SDF, en faisant intervenir le grand public, donc les gens qui habitent autour, en recréant ce qu'on appelle des entourages, qui sont des petits groupes de personnes qui vont faire des actions ensemble. Et voilà, donc on lutte contre cette exclusion et cet isolement relationnel, et on le fait au moyen d'un réseau social sur téléphone mobile. C'est une espèce de site de rencontre, mais pour la solidarité, quoi, où des gens qui ne se connaissent pas forcément dans le quartier vont se regrouper, faire des actions ensemble avec les personnes de la rue. Voilà, donc on a déployé ça depuis le mois d'octobre dans 2 arrondissements à Paris, et il y a déjà eu plus de 3000 téléchargements, plusieurs centaines d'entourages qui ont été créés. Et donc, on est très content de maintenant d'avoir vraiment un peu les moyens, grâce à la France s'engage, de déployer ça un petit peu partout. Bravo en tout cas pour ce prix et surtout pour cette initiative magnifique autour de laquelle beaucoup de gens s'engagent également. Voilà. Alors, il était déjà venu sur ce plateau. Dans la première émission, c'est Philippe Deroux également qui nous a rejoint. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippine. Entrepreneur social, une ONG, notamment l'eau, le développement durable. OEVI, donc nous on a des actions Philippines, Côte d'Ivoire, Bangladesh, et en fait on est un opérateur d'eau dans les bidonvilles, là où l'opérateur classique ne sait pas faire. Voilà, et on attaque un projet en France, avec ce qu'on a appris à faire au Bangladesh, en Côte d'Ivoire et aux Philippines. Ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait nos principes d'action vont nous être très utiles pour pouvoir travailler dans des copros en grande précarité en France, qui sont confrontés à des problèmes de ce type-là. Oui, exactement. Voilà. Bon, et puis on peut le dire aussi, c'est pas un secret d'État, il y a une actualité politique particulière en ce moment. Vous êtes un des membres porteurs des Poissons Roses, ces chrétiens au sein du Parti socialiste. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Avec nous, Jean-Marie Andrès. Bonsoir Philippine. Invité, alors carte Platinum, puisque vous étiez là Voilà. les 2 précédentes émissions. Jean-Marie, président de la Confédération nationale des associations familiales catholiques. Toujours sur le terrain, les AFC, surtout en cette période électorale ? Toujours sur le terrain, toujours avec cette double action qui consiste à rencontrer des politiques pour leur parler famille, mais aussi pour aider les familles à découvrir que finalement les évidences sur la famille ne sont pas si évidentes que ça, et ça demande un approfondissement permanent parce que les défis de la modernité se posent aussi dans les familles.
Alors, le principe de cette émission, c'est que on puisse s'écouter, s'entendre les uns les autres sur l'actualité du moment. Et parmi l'actualité du moment chez les cathos, quand même, il y a le grand débat autour de la question de l'identité ou des identitaires ou de l'identitarisme. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est un néologisme. Il y a la publication, bien sûr, pour ceux de nos téléspectateurs qui n'auraient pas suivi ces débats qui agitent, il faut le dire, un microcosme aussi, mais la publication du livre d'Erwan Le Moredec, Identitaire, le mauvais génie du christianisme. Parallèlement, un livre de Laurent Dandrieux sur immigration, le grand malaise, qui souligne une forme d'irénisme coupable de l'Église sur le sujet de l'accueil des migrants. D'abord, est-ce que vous avez suivi un peu ces débats, les uns et les autres, depuis 15 jours, là, même pas? Moi, j'ai eu la chance de tomber sur un débat entre Cause Ouais. et puis Monsieur Dandrieux, c'est ça, qui était intéressant. Et je pense qu'on a besoin quand même d'entendre et de se poser ces questions-là, même si je suis persuadé que on est en train en fait de grossir quand même le problème. C'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas du tout aussi Après, fort, il y a sans doute des aussi oppositions développé que ce qu'on personnelles a. qui renforcent le Voilà. truc. Puis il y a un combat d'éditeurs. Enfin, la concomitance de publication est quand même un peu... Il y a un côté marketing, fort, hein, c'est ouais. cette concomitance de publication qui, je pense, pas a été voulu. Et du coup, ça force le trait sur quelque chose qui est intéressant de discuter. Mais voilà. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Ce sont des choses qui n'existent absolument pas, qui ne se posaient pas il y a 30 ans, qui ne se posaient pas il y a 40 ans. Il y a toujours eu des parties de la population qui s'est revendiquée de son église, de sa religion. Ça a toujours existé, ça n'a jamais posé aucun problème depuis très longtemps, ni à ce qu'on appelle la laïcité, ni à rien. Mais je crois qu'il y a aussi une volonté politique d'essayer de faire croire à la population en général que là où il y a un problème avec l'islam, c'est évident. Donc on ne sait pas comment le nommer, on ne sait pas comment l'approcher, on ne sait pas comment même le définir. Et donc on essaye de créer comme ça des espèces de contre-feux pour faire croire aux gens qu'il n'y a pas qu'eux qui sont méchants. Est-ce qu'ils sont vraiment méchants? Ils ne le sont pas. Et au lieu d'appeler un chat, de nommer les choses comme elles le sont, on essaye de créer, vous savez, des feux de brousse pour essayer de détourner l'attention. Et tout d'un coup, voilà des catholiques qui seraient tout d'un coup méchants, identitaires, déterminés à être on ne sait pas très bien quoi d'ailleurs, mais enfin, en tout cas à présenter une espèce de dangerosité que je ne leur connais pas. En tout cas, je pense pas. J'ai pas encore vu une petite bombinette posée par-ci par-là dans la société civile, dans les rues. J'ai pas vu de déclarations si désagréables, sauf des déclarations d'opinion personnelle. Mais ça n'engage que chacun. Donc moi, je suis un petit peu d'accord avec, tout à fait d'accord même avec vous en disant qu'il y a effectivement l'existence de ce qu'on va appeler des identitaires. Déjà, c'est un mot que je trouve très vilain, qui est tout nouveau. On parlait d'intégristes avant, de Monseigneur Lefebvre, tout d'un coup, ça devient des identitaires. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, ni ce que ça cache, déjà. Il y a une espèce de confusion dans la terminologie. Et puis, je crois qu'il y a une société avec une pluralité d'avis, une pluralité de religions. Il ne faut pas tout d'un coup essayer de diaboliser tout le monde au prétexte qu'on a peur de quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Enfin, c'est ce que je... En même temps, il y a le fait d'exprimer une culture, ou sa culture, c'est assez, me semble-t-il, naturellement producteur de conflits, de frictions. Oui. Donc, dans le fond, je pense que la question d'origine, c'est est-ce que j'ai suivi ça ces 15 derniers jours? Je suis ça depuis des années et des années. J'ai l'impression que la question des identités, des cultures, de l'assimilation, de non-assimilation, du développement de sa spécificité, mais en même temps d'être capable de recevoir l'autre, c'est une vieille question, et c'est une vieille bonne question. Je trouve que c'est... Moi j'aime bien la friction des différences, c'est certainement quelque chose à encourager. Mais est-ce que c'est un conflit dramatique souvent moins que ce qu'on veut bien dire, oui, ça je comprends. Non, puis c'est pas une si vieille question que ça. Moi, je suis désolée, mais il y a 20 ans, ça ne faisait même pas partie ni d'un journal, ni d'un débat public, ni de... Il y avait les questions à l'intérieur de l'Église catholique avec les intégristes, Monseigneur Lefebvre, est-ce qu'il allait y avoir un schisme ou pas? Enfin, ça n'intéressait que les catholiques. Il y avait déjà des mouvements politiques qui avaient
une vision de la défense, de la patrie, de son identité, de ses racines, etc., qui peut être une forme de néopaganisme d'ailleurs, hein, mais qui rejoignait certains tempéraments catholiques. Erwan Le Moradec le souligne dans son livre, il y a aussi là-dedans la scission en France avec les héritiers du maurassisme chez les catholiques. Il y a toujours eu une question quand même, au moins de philosophie dans la manière de se situer comme chrétien. Mais moi, dans ce débat-là, je suis plus inquiet, pas tant par ces chrétiens que par une forme d'entrisme de gens qui ne vivent pas forcément avec le Christ, mais qui vont emparer... Qui récupèrent le côté cet la étendard, France chrétienne. Voilà, qui vont récupérer cet étendard pour des causes qui peuvent être des causes d'exclusion, des choses comme ça. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant, parce qu'on pourrait assez facilement se retrouver dans des pièges que vivent d'ailleurs nos amis musulmans d'une certaine manière, même si ce n'est pas le même phénomène qui se produit. Mais on pourrait très bien risquer de se retrouver dans des pièges qui nous seraient tendus par des gens qui ne sont pas forcément aujourd'hui dans l'Église, qui pourraient s'emparer de ce drapeau et qui ne seraient pas vraiment l'étendard du Christ et qui pourraient poser des problèmes quand même. Ce qui me semble intéressant, c'est la tactique de passage au pluriel que vous avez indiqué. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de gens qui évitent de dire islam et qui à la place disent les religions. Les religions. Alors je suis suffisamment vieux pour me souvenir d'une tactique tout à fait semblable que l'on appliquait au marxisme-léninisme. On ne disait pas le marxisme-léninisme, on ne disait pas le Parti communiste, on disait les idéologies. D'ailleurs, beaucoup d'hommes d'Église, y compris au plus haut niveau, préféraient dire les idéologies, comme ça au pluriel, mettant sur le même plan le capitalisme qui est le nom de l'économie réelle, telle qu'elle existe, et des choses qui n'ont jamais existé, comme le socialisme dit réel. Alors évidemment, cette tactique est une bonne manière de détourner non pas seulement l'attention, mais aussi de détourner sa propre peur. Parce qu'on n'osait pas dire marxisme-léninisme parce qu'il y avait l'armée rouge. Et puis parce qu'il y avait un parti communiste en France qui faisait un quart de l'électorat. Alors on utilisait d'autres mots comme ça pour noyer le poisson en le multipliant, en faisant du requin un banc, si je puis dire, un banc de poissons. Donc on disait les religions, on disait les idéologies, maintenant on dit les religions. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même opération frauduleuse que l'on nous sert. Ouais, je suis tout à fait... Alors, moi, si je peux me permettre, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites, puisque je pense qu'il y a... intéressant. Oui, parce que je pense qu'il y a, sur cette crispation de la question de l'identité, qui peut être un piège, et je pense que la dissolution un peu du monde dans lequel on est, qui devient très liquide, qui fait que les gens ne savent pas très bien où ils sont, c'est quoi une famille, finalement c'est quoi l'économie, c'est quoi un travail, tout ça, il est devenu très très dilué, très liquide, et que du coup la question de l'identité peut apparaître comme une forme de roc, mais aussi comme un étendard, comme une peur, et comme quelque chose qu'on met en avant. Moi, il y avait un exemple que j'aimais bien, c'est quand, par exemple, il y avait ce fameux débat sur les racines chrétiennes de l'Europe, et que le pape François avait dit, mais vous savez, les racines, oui, elles sont là, évidemment, il y a des racines chrétiennes, mais attention, ces racines-là, c'est pas un étendard, c'est des racines qui permettent de dire, oui, ça veut dire qu'on doit servir, notre identité, c'est de servir. Bon. Et donc, du coup, moi, je pense qu'il y a un problème, parce que ce n'est pas uniquement un problème qui concerne, sur cette question des identitaires dont on parle, l'intérieur du périphérique, comme ça pourrait être dit. Non, ça se passe à Strasbourg, ça se passe à Nice, ça se passe à Marseille. Il y a des réseaux d'extrême droite qui tentent de profiter un peu de la liquéfaction des liens, des grands problèmes que pose le monde actuel, etc., pour pouvoir s'immiscer et pour pouvoir intégrer de manière extrêmement intelligente et factuelle des mouvements catholiques pour essayer d'en détourner le sens et autour d'une question centrale qui est la question de l'accueil des migrants. Hein, et c'est quand même ça, il faut revenir au démarrage. Et c'est cette question de l'accueil des migrants, dire qu'est-ce qu'on fait ? C'est une vraie question. Et en plus, qui sont des migrants souvent issus de Syrie, de pays musulmans, etc.
Bon. Donc je ne dis pas que la réponse, elle est toute faite, elle est simple, mais en tout cas, souvent, on perçoit dans ces discours une instrumentalisation de la question de l'identité, alors qu'une identité, et là je laisserai peut-être le philosophe en dire quelque chose, mais je veux dire, c'est pas une espèce de chose fixe, comme avec quoi on arrive, une espèce de truc qui plane au-dessus des eaux, et en tout cas pas un étendard qui permet de dire, voilà, mon identité, c'est la soupe au cochon, et on parlait d'entourage, et avec une espèce de sélection assez infecte, finalement, des migrants, des personnes, de ces pauvres, etc., sur des sujets qui me paraissent assez terribles, quoi, pour connaître un petit peu ça. Voilà. Moi, je partage assez bien ton avis parce que on vit une société, plus qu'avant, j'en sais rien, hein, je ne suis pas du tout historien, mais dans lequel il y a une interrogation en fait, de ce que nous sommes culturellement. Quand on est parent, on a des enfants, l'exposition de nos enfants à des moyens de communication extrêmement modernes fait qu'aujourd'hui, on a une relation à notre histoire qui est souvent extrêmement ténue. Moi, je suis toujours étonné, hein, je raconte toujours mon histoire de la petite chapelle pendant les vacances que je visite. Je suis stupéfait de voir à quel point aujourd'hui, ceux qui visitent des chapelles pendant leurs vacances, ce sont déjà plutôt des gens intéressés par leur culture française, sont ignares en fait de ce qui a fait notre histoire. Donc, ça montre qu'on a indépendamment même, je vais plus loin peut-être que toi, du phénomène de la migration, des migrants, des réfugiés, il y a aussi en fait un choc en fait entre une culture historique ou des cultures historiques et cette espèce de modernité. D'ailleurs, on l'a dit avec le Bataclan, hein, que c'était un attentat en fait d'une culture militante ou en tout cas de certains de ses représentants fortement belliqueux contre cette culture en fait de la fête, etc., etc. Ça montre, sans juger ce que serait cette culture de la fête ou l'islamisme qui serait derrière les agresseurs, ça montre en fait qu'aujourd'hui on est dans un temps en fait de choc. Et ces chocs, me semble-t-il, sont toujours d'une certaine manière une interrogation qui est intéressante, qui est finalement ce que je suis, est-ce que c'est ma culture ? Est-ce que ma culture, il faut que je la préserve comme une espèce d'absolu statique et comment, en fait, cette énorme part d'absolu, parce que ce que nous sommes est évidemment fortement porté par notre culture. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des êtres autonomes, des espèces d'anges. Et la question, c'est précisément dans ce débat entre Erwan et Laurent, et puis autour, hein, qui a gagné beaucoup de médias, y compris généralistes, c'est est-ce que le catho, aujourd'hui, il peut revendiquer une identité culturelle liée à l'histoire de France et à l'âme de la France, par exemple, pour prendre ce champ lexical, ou est-ce que le catho, il est par nature appelé à être sans frontières et accueillant? C'est un peu, évidemment, je force le trait, je caricature, hein, mais c'est quand même les tenants Là, il y a quelque chose, pardon, mais pour rebondir sur ce que vous dites, Philippine, et puis moi, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup on voudrait imposer aux gens le fait d'avoir des doutes sur leur culture, comme si c'était tout d'un coup d'où je viens, ce que c'est bien, ce que je ne dois pas en avoir honte. Non, mais la question n'est pas là. Traversés par les doutes. Mais parce qu'on les leur inocule. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui nous fonde? Mais parce qu'on leur inocule. Moi, je me rappelle un plateau où, en coulisses, il avait été question de se présenter, puisqu'il fallait se présenter selon ses, on va dire, ses sensibilités religieuses. La question était posée. Et j'ai répondu, donc on a été deux à dire qu'on était catholiques toutes les deux, au moment de dire, bon, alors je vous présente comme la deuxième personne, et ils ont dit chrétienne, pas catholique. C'est quand même extraordinaire. Il y a déjà, de façon subliminale, une culpabilisation du fait, je suis désolée, d'être catholique. Moi, je n'avance pas, j'avance pas avec mon catholicisme, je n'appartiens à aucune association. Je pars du principe que la religion est quelque chose d'extrêmement intime. Donc là, je suis invitée à en parler, donc je vais dire, c'est pas un outing que je fais, ça fait longtemps que je l'ai fait dans mes écrits, dans mes choix. Sont un peu au courant, mes lecteurs sont au courant, mais je ne veux pas avancer armée. C'est pour ça que je suis tout à fait contre l'immiscion du catholicisme dans des partis politiques. Pour moi, ça ne va absolument pas ensemble. C'est un engagement personnel. C'est une foi qui se traduit dans l'exemple. Effectivement, tout ce qu'on peut faire
en tant que personne vis-à-vis de l'autre, comme nous l'enseignent les évangiles. Et puis ensuite, c'est comme la sexualité, ça ne regarde absolument personne, ça ne doit pas être un fer de lance, ça ne doit pas être... Voilà. Mais de là à expliquer maintenant l'espèce de mea culpa dans lequel on nous plonge depuis maintenant, de la France est plongée, à se frapper la poitrine, parce que ça, c'était pas bien. Alors on passe toute l'histoire des 40 dernières années, il y a eu des choses atroces, il y a eu des choses magnifiques, ça fait partie de notre culture, et c'est justement en reconnaissant et le bien et le mal qu'on arrive à se construire dans un mouvement, je dirais, dans un mouvement unique. C'est comme un fleuve. À partir du moment où on commence à dire attention, ce petit ruisseau, est-ce qu'il a le droit d'être dans le fleuve? Est-ce que c'est pas la même chose? Qu'on arrive à une fragmentation totale de la société, à se poser des questions d'identité là où personne ne s'en posait. Et ça, c'est dramatique. Je suis d'accord avec vous. L'identité n'est pas dans le mea culpa du tout. L'histoire est l'histoire. Et il faut bien sûr la connaître tranquillement, mais elle est complexe. Le récit national, toutes ces histoires de récit national, etc., c'est des sujets ultra complexes. Nous, moi, ce qu'on dit avec les poissons, c'est juste ne pas l'instrumentaliser pour faire en sorte que des gens se retrouvent par nature et par essence en dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des musulmans en France. Il y a évidemment des questions théologiques, il y a des questions d'appartenance, il y a des questions de citoyenneté. Nous, on travaille avec beaucoup de personnes musulmanes. Qu'est-ce qu'on fait pour que ces gens-là puissent intégrer notre pays, se sentir pleinement part de ce pays, etc. Et donc, la question de l'identité, elle est essentielle, puisque pour moi, l'identité se construit dans les projets. Et pas dans une relecture du passé, mais qui est plurielle. Mais c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous, parce que c'est d'individu à individu. Pourquoi l'identité? Si vous commencez à enfermer un être, parce qu'il est musulman, de toute façon, on ne peut, à partir de ce moment-là, puisque nous ne sommes pas musulmans, que nous sommes sur deux projets, je dirais presque de société totalement différents. La société occidentale est une société qui est fondée sur la reconnaissance du droit individuel, de l'individu, sur l'égalité de chacun. La société musulmane, et c'est pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est comme ça. La Oumma, c'est la soumission à une loi qui a été dictée par Dieu, incréée. Le Coran est un texte incréé, et c'est la certitude que si le monde entier, puisque la conversion du monde au Coran est la fin, et il n'y a pas du tout de choses bellicistes. Moi, je me mets à la place d'un musulman, je me dis effectivement, si tout le monde se soumet au Coran, si tout le monde se soumet à cette loi qui a été dictée par Dieu, par l'intermédiaire du prophète, à ce moment-là, la paix universelle régnera dans le monde. Et il faut s'y soumettre. L'individu est la chose abominable pour l'islam. C'est la chose qui est le fondement de notre société. Donc à partir de ce moment-là, on commence à rentrer dans des espèces de... Le musulman, je vais le faire rentrer dans mon projet de société. Pourquoi dire le musulman? Alors juste un tout petit mot, j'ai beaucoup parlé. Anne-Bénédicte Hoffner sortira, qui est journaliste à la Croix, un bouquin sur les nouveaux acteurs de l'islam que j'ai eu la chance de relire. Donc tout ce débat que vous décrivez est en pleine tension au sein de l'islam, en particulier des personnes en France, en Belgique, mais aussi en Tunisie, au Liban, qu'elle interviewe. Et on s'aperçoit qu'évidemment, il y a une montagne à gravir. Et tout un tas d'acteurs musulmans qui ont vraiment la foi le voient bien qu'il y a cette montagne à gravir. Et ils voient bien que dès les origines d'ailleurs de l'islam, les choses n'étaient pas si claires et pas si simples. Bon. Donc la question est de savoir comment ils vont trouver ce nouveau chemin. C'est peut-être pas aux politiques de leur dire, en tout cas de faire émerger des nouveaux acteurs, c'est possible. Maintenant, dire d'office c'est fini, non, moi j'y crois pas. Non, je dis pas c'est fini. C'est pas tout à fait ce que dit Christiane, mais cela dit, on ne va pas parler à la place des musulmans sur ce plateau, parce que sinon on en aurait invité un certain nombre de représentants, et ce sont des choses qui arrivent régulièrement sur notre antenne. Et voilà, comme chrétien, comment est-ce qu'on se situe là-dedans? Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce côté individualiste du chrétien. On ne peut pas être croyant tout seul. C'est-à-dire qu'il y a forcément une composante de la relation à l'autre, il y a forcément une composante collective dans notre foi, à bien des égards. J'interviens une seconde. Je ne dis pas qu'on peut être croyant uniquement de ça. Je dis qu'il faut séparer. L'Église, c'est l'univers, c'est effectivement l'assemblée des croyants. On est croyants ensemble dans un mouvement de prière et de foi. Mais je suis pour le fait qu'on ne peut pas être croyants ensemble dans un parti politique. C'est la seule chose pour laquelle je ne suis pas. Et chaque fois que l'Église, chaque fois que des catholiques ou des chrétiens sont rentrés dans le politique, ça a tourné à la catastrophe, systématiquement. Oui, mais je pense qu'il faut quand même je pense que nous vivons une société aujourd'hui qui, et on le comprend, a du mal à harmoniser en fait l'investissement dans la chose publique, qui exige une réserve, en fait, une délicatesse à l'égard de la communauté, et en même temps
et en même temps, et ça me semble, moi, une ambition qu'il faut avoir, le fait que ceux qui interviennent dans la chose publique, ils soient totalement ce qu'ils sont. Et donc, moi, je pense que la réponse aujourd'hui consiste à diviser la personne en deux, avec d'un côté ce qui lui serait personnel et qui serait caché, et de l'autre côté, je suis juste un instrument de la chose publique, c'est-à-dire je ne suis pas moi, je suis juste un outil. Alors ça, je trouve ça monstrueux. Vous voyez, Jean-Marie, tu as vu les réactions à la déclaration de François Fillon il y a peu, disant « je suis chrétien ». On a l'impression qu'il a dit un gros mot. C'est-à-dire que ça ne se fait pas quand on est responsable politique de dire ce genre de choses. Là où c'est pas honnête, c'est qu'il a mis ça comme un argument d'autorité. Exactement. Ouais. C'est pas normal ça. Il dit je suis chrétien et je suis gaulliste, donc vous ne pouvez pas présupposer que je ne serai pas solidaire. Il met ça comme un argument d'autorité. Non, il n'y a pas ça, c'est vous qui rajoutez. Vous ne non, pouvez pas c'est ce qui a été présupposer dit. que je Et ne donc serai pas c'est moi ce que je solidaire. conteste, c'est là pas du tout le fait qu'il dise qu'il est chrétien, très bien. Et d'ailleurs, nous encore une fois, Poisson Rose, on est sur une ambiguïté, et c'est pas en chrétien que je viens à gauche, c'est pour le combat sur la justice. Après, le fait d'être chrétien, ça nous donne un discernement particulier, mais c'est là que je reproche, c'est d'avoir apporté, d'avoir un argument d'autorité. Et ça, je trouve que c'était tout à fait mal placé. Non, je voulais faire simplement 2 remarques. La première, c'est que lorsque l'on s'interroge sur son identité, c'est pas bon signe. D'une manière générale, ça vaut pour les individus, si je me demande bon, qui suis-je au fond, etc. Bon, et si je cesse de me dire, par exemple, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ça, c'est une bonne question, me semble-t-il. Hein. Que dois-je faire? Ça, c'est une des questions philosophiques fondamentales. Qui suis-je? Bon. D'abord, ça n'intéresse guère peut-être que moi, et puis ça ne fait pas tellement avancer le schmilblick. Pour les sociétés, je crains que ça soit un petit peu la même chose. Lorsque l'on se pose la question de son identité, ça veut dire que l'on est déjà malade. Je ne veux pas dire qu'il n'y aurait pas, effectivement, des problèmes. Je ne veux pas dire que l'identité française ne serait pas, je ne sais pas, contestée, menacée, ou comment on voudra dire. Je dis simplement que c'est un symptôme. Le fait que l'on se demande ça ne prouve pas que le problème n'existe pas. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est sur le rapport entre le catholicisme et la France. On a l'impression là que le roman national donne une place de choix à l'identité de la fille aînée de l'Église, alors que le roman national, tel qu'il nous a été seriné depuis la Troisième République, il faut bien l'appeler par son nom, est un roman qui a pour but tout à fait voulu, enfin tout à fait explicite, de minimiser la part de l'influence catholique dans l'histoire française. Un seul exemple, nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois, Vercingétorix. Vercingétorix qui a le double avantage, premièrement, de ne pas avoir été chrétien, il pouvait guère l'être, puisqu'il était avant le Christ, et deuxièmement, d'avoir été contre Rome. Donc, suivez mon regard. Rome, ça n'est pas n'importe quoi. Au début de la Troisième République, c'est l'ennemi. Enfin, c'est la papauté dont il faut essayer de limiter l'influence, puisque l'Église française était devenue très ultramontaine, pour des raisons que les historiens nous expliqueraient. Et puis à un moment, dans le livre d'histoire, on dit, la Gaule, qui maintenant s'appelle la France, on ne sait pas du tout pourquoi la Gaule a changé de nom. La réponse est très simple, c'est le baptême de Clovis. Seulement, on ne pouvait quand même pas mettre à l'origine de l'histoire nationale française la conversion du chef des Gaulois, du chef des Francs, excusez-moi, joli lapsus, de la conversion du chef des Francs au christianisme, et au christianisme expressément catholique, puisqu'il aurait très bien pu se faire arien ou autre chose. Alors, je crois qu'il faut quand même être un petit peu prudent avec le roman national. Ce roman national a été fabriqué, je crois qu'il faut dire, contre nous. Alors, il ne faut pas le reprendre comme ça. Il me semble qu'il y a justement innocemment. aujourd'hui une double question. Jean-Marc soulignait le danger de récupération aussi d'un certain nombre d'expressions ou d'idées de France chrétienne, finalement très désincarnées, qui servent plus de mantra ou d'arguments marketing qu'autre chose. Mais c'est vrai, vous le dites, l'interrogation sur l'identité, c'est souvent que ça ne va pas très bien.
il y a celle sur l'identité nationale qui existe depuis un moment. On a même eu un ministère de la question il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis on nous parle aujourd'hui d'identité heureuse et de toutes sortes d'autres choses. Et en même temps, il y a cette interrogation aussi peut-être plus propre aux jeunes générations catholiques de savoir comment se situer dans la société. Est-ce qu'on se situe en minorité qui revendique du coup pour elle-même les mêmes droits que les autres minorités, ou est-ce que précisément, comme catholique, il y a là une contradiction dans la manière de situer son intervention dans le monde et dans la société? Il me semble que c'est un des points que souligne Erwan dans son livre. On ne peut pas être sur ce mode-là, on est minoritaire, c'est un repli identitaire, etc. Le catholicisme, c'est cet universalisme, il va être ouvert à toutes les cultures, donc je ne pense pas qu'on puisse aussi simplement que ça le lier à la culture française. Donc il s'est inculturé d'ailleurs dans les différentes époques, dans des différentes cultures, de façon très compatible avec l'ensemble de ça. Et je pense que si on parle de France chrétienne, je préférerais qu'on parle d'elle au futur qu'au passé. Parce que ce passé de cette France chrétienne et de ce roman national dans lequel on a mélangé les pouvoirs temporels, les pouvoirs spirituels, avec toutes les dérives que ça a entraîné, etc., je ne pense pas que ce soit très glorieux non plus. Et je pense que personne n'a véritablement envie de retourner dans ce type de schéma. Par contre, si on regarde l'avenir, je pense qu'on a une vraie opportunité d'une terre qui est quasiment vierge maintenant d'un point de vue évangélisation. C'est-à-dire qu'on a effectivement à réexpliquer ce que veulent dire ces symboles chrétiens à ces générations qui ne comprennent pas quand elles rentrent dans les chapelles. C'est une opportunité d'aller expliquer ce que c'est. C'est une opportunité d'aller présenter le Christ aux gens qui ne le connaissent pas. Et majoritairement dans le pays, aujourd'hui, les personnes ne vivent pas avec le Christ, donc ne sont pas chrétiens. Donc on a plutôt devant nous un avenir qui est ouvert, qui est à inventer, donc qui sera protéiforme, qui permettra sans doute de prendre en compte un certain nombre de réalités nouvelles qui arrivent dans le pays. Et je pense que sur cette question des migrants, ce serait certainement plus intéressant qu'on se pose la question de comment je leur fais cette première annonce, comment je leur donne la possibilité de découvrir qui est le Christ. Ils viennent en Occident, ils viennent aussi peut-être dans l'idée de ce monde chrétien, en tout cas ils le perçoivent peut-être en partie comme ça, que quelqu'un leur explique au moins, ou qu'on leur donne cette possibilité-là. Et je trouve qu'on est potentiellement trop crispé sur le passé et qu'on ne voit pas les opportunités qu'on a devant nous, massivement ouvertes, parce que finalement, il y a beaucoup de gens, surtout dans la jeune génération, qui, ne connaissant pas, n'ont pas les a priori négatifs que pouvait avoir la génération avant, sont ouverts. Bon, on leur a tellement... Je veux dire qu'on joue en défense et pas suffisamment. On devrait jouer en attaque. Ouais. On a martelé avec avec le relativisme, on a dit tout se vaut. Très bien, ça a été rentré dans les crânes depuis un certain nombre d'années. Et c'est une opportunité, le tout se vaut. C'est-à-dire que si tout se vaut, je peux aussi te présenter celui qui va te rendre heureux, te sauver, etc. Donc j'ai un boulevard devant moi. Et on ne devrait pas, je pense, regarder cette question-là comme étant une espèce de question de conservateur ou dans le passé. Voilà, mais plutôt comme une opportunité à construire. Pour un père de famille, vous avez quand même une question concrète qui est « qu'est-ce que je fais de tout ce passé ?» Et ça, c'est une question intéressante, qui est, je suis d'accord avec vous, une question simple, c'est-à-dire qu'on a tendance, en fait, à se faire une espèce de défenseur en se disant finalement ça c'est quelque chose, vous l'avez dit d'ailleurs d'une certaine manière, qui était fortement agressé ces derniers temps. Ça, je partage d'ailleurs votre avis, c'est-à-dire qu'on a re-raconté l'histoire parce qu'on avait envie en fait d'une certaine inculturation, on voulait effacer en fait certains stigmates, on en avait peur d'une certaine manière. Non, je pense qu'il faut l'assumer telle qu'elle a été, sans non plus d'ailleurs l'affabuler d'une autre manière, parce que est-ce qu'on n'est pas aussi, nous, menacés par cette tentation qui est de décrire nos ancêtres les Gaulois d'une autre manière qui serait plus vaste. Mais une fois qu'on a dit ça, vous avez raison, il faut rentrer dans notre siècle, tout simplement, je dirais, éventuellement d'ailleurs minoritaire, parce qu'il est assez probable, si on les comptait, que les chrétiens soient enfin, je dirais, le sel de la terre, au sens cette petite chose qui est dans le plat, mais qui va donner le goût à tout. Il faut assumer cette simplicité. Pardon. Je vais simplement dire une chose, pardon Rémi. Il y a quelque chose qui me gêne quand même profondément. On est en France, on est français, et tout d'un coup, ce qu'on commence tous à faire, ça me rappelle quand même les Juifs de France sous Vichy. Alors il y a les chrétiens, les musulmans. C'est tout d'un coup de faire exploser
une communauté. Alors on parle des communautés, moi je me rappelle d'un temps, où je me rappelle un temps, pardon, on parle d'une communion. On est dans plusieurs religions de communion, on est dans une grande énergie qui est d'un pays, qui s'est battu, qui a eu des ennemis communs, c'est ça qui fait l'histoire, avec des bons moments, des mauvais moments. Quand je dis de bons moments, c'est-à-dire des tours très dangereux qui ont été pris, des capitulations, des courages. Et c'est ce qui fait qu'on est français. Et à l'intérieur de ce qui fait la grande force de la France, il y a eu des forces religieuses incontestables, avec des racines incontestablement chrétiennes et je dirais catholiques, les cathédrales, les grands ordres monastiques, la justice, etc. Et le reste, quand on commence à se situer, moi je suis dans une minorité chrétienne, est-ce que je dois jouer une chose? C'est donc contre les autres, en partant du... Non, mais d'une façon... Je ne parle pas de nous là. Je dis dans le discours qui est présenté, c'est quelque chose qui me... Oui, très bien. Complètement, oui. C'est quelque chose, moi, qui me choque. Voilà. Bien élevé pour interrompre une dame. L'ennui de l'évidence de la présence du christianisme dans l'histoire française, c'est que, et je n'hésite pas devant le paradoxe, je dirais que de toutes les religions, celle que les Français connaissent le moins, c'est la religion catholique. Parce que, justement, ils croient la connaître. Le Français sait très bien qu'il ne connaît pas l'islam. Il sait très bien qu'il ne connaît pas le bouddhisme, sans parler de religions un petit peu plus exotiques, du passé ou du présent. En revanche, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils savent. On sait ce que c'est qu'un curé, on sait ce que c'est qu'une église. J'emploie le mot curé au sens anticlérical du terme, le mot prêtre ayant à peu près disparu du vocabulaire contemporain. On sait à peu près ce que c'est que le baptême. On sait à peu près, ça veut dire qu'on ne sait pas du tout, en tout cas qu'on ne comprend absolument pas le sens de ces choses, mais comme on croit le savoir, on n'a pas besoin d'ouvrir une sorte de livre sur le christianisme expliqué au nul, je ne sais même pas si ça existe, alors qu'il en existe sur d'autres religions. Ça nous met d'une certaine manière dans une situation objectivement défavorable. C'est l'envers, si vous voulez, le revers, de l'avers positif, qui est cette espèce d'ouverture possible d'esprit, je dis possible, d'ouverture au message évangélique. Ouverture possible parce que elle est justement obstruée par l'illusion de comprendre, l'illusion de savoir. Mais je vous poserais bien une question très amicale, vraiment, vous n'y voyez pas une mauvaise manière de m'appeler. Avec une telle inculture, comment est-ce que l'on bâtit une culture commune ? D'une certaine manière, on n'en bâtit pas. Je ne sais même pas si nous avons... Il y a la télévision quand même. Non, mais d'accord, oui, évidemment, la télévision qui est ce qu'il y a... Il y a une passion pour la télévision dont on parlera un autre jour, mais il y a beaucoup d'estime pour cet instrument. Je ne vous contredis pas. Alors, mais petite modification. Est-ce que c'est une culture ? Est-ce que c'est simplement entertainment ? Oui. Petit bémol sur ce que vous disiez, j'ose. Il y a aussi toute une partie de Français aujourd'hui qui connaissent bien l'islam parce qu'ils sont musulmans. Donc la distinction français n'est pas forcément tout à fait juste. Il nous reste assez peu de temps finalement, parce que le temps passe très vite en bonne compagnie. Alors on a parlé de François Fillon et de son « Je suis chrétien », mais on n'a pas encore parlé des primaires de la gauche, et je suis presque sûr, Philippe, que comme Poisson Rose, vous avez regardé ça avec attention, même si on peut le dire, on en parlait avant le début de cette émission en coulisses. Pour ce qui concerne le personnalisme, la vision chrétienne, les idées que vous essayez aussi de promouvoir, c'est râpé pour ce coup-ci. Alors c'est râpé, nous en fait, c'est pas une vision chrétienne, c'est nous ce qui nous oriente, ce que je considère, c'est que l'ADN de la gauche, c'est deux choses, c'est la justice sociale et la question de l'émancipation. Mais sauf que maintenant, la question de l'émancipation s'est fracassée sur l'individualisme contemporain de manière incroyable, où en gros, c'est l'acceptation de tous les désirs sans limite. Et le PS en a fait maintenant, on l'a constaté, si vous voulez, une valeur culturelle. Et donc du coup, ça, nous, on ne peut pas dire oui à la GPA qui crée des injustices totales en Inde. On ne peut pas dire oui aux manipulations, si vous voulez, des génétiques, 3 par an, etc. Sous prétexte que c'est un désir individuel. Et 2, sur la question de la justice sociale, nous, ce qu'on dit, c'est que la justice, c'est dans tous les champs de l'existence. Elle ne se découpe pas en tranches. Donc, c'est à la fois pour l'ouvrière Bangladesh qui gagne $40 par mois, c'est à la fois pour l'enfant non conforme
qui est victime d'un eugénisme silencieux. C'est à la fois pour la personne en fin de vie dans un hôpital sous pression financière à qui on va dire que finalement l'euthanasie c'est une libération, alors qu'il faut libérer un lit. Donc il y a quand même tout un tas de problèmes. On en a parlé à tout un tas de responsables du PS, les yeux dans les yeux, et je vous garantis que les yeux dans les yeux, c'est la force du personnalisme, ça fissure à fond. À fond. Les gens, ils voient bien qu'on touche quelque chose de très important et ils voient bien qu'il y a un manque de cohérence. Bon. Et là, sur cette primaire, c'est évident qu'on avait un candidat, Régis Passerieux. Passerieux, en langage du Sud, ça veut dire faire passer la rivière. C'était amusant. Un gars qui a été au bureau national du PS, qui connaît tout le monde, ce n'était pas une candidature anecdotique, eh bien, nous n'avons même pas été reçus. Alors que nous avions rencontré Cambadélis à plusieurs reprises, etc., tous les responsables. Donc, c'est pour dire à quel point il y a une fermeture incroyable sur ce sujet que nous, on interprète objectivement comme une forme de suicide. Parce qu'une des sources très importantes de la gauche, c'est quand même le ralliement des chrétiens au XIXe siècle, en grande partie avec tout. Et puis la gauche, elle est aussi issue, y compris la laïcité, de valeurs bien évidemment chrétiennes. Et donc le fait d'avoir tué cette source, de l'avoir tarie, finalement, est aussi une des sources de l'absence de fondement, de l'absence de profondeur et de cohérence du message. Voilà. Et donc on est très déçus par ça. Est-ce qu'il existe encore un parti socialiste ? S'il en existait un, je crois que je serais très heureux de m'y inscrire. Ce que je vois, c'est un parti sociétaliste. C'est un parti libertarien qui essaye de soigner les bobos des bobos et qui se fiche de la question sociale, d'où il est né pourtant au XIXe siècle, comme de sa première chemise. C'est l'impression que ça donne vu du dehors. Oui, et comme je dis, ça m'embête d'être au dehors. Alors, vous avez énormément de gens sincères à l'intérieur, si vous voulez. C'est ça qui sont d'ailleurs très paumés. Le parti lui-même, le discours du parti, les gens, c'est autre chose. Oui, mais c'est important de savoir que le militant... Nous, on a au sein des Poissons Roses des gens qui sont militants au PS depuis 40, 50 ans et qui voient avec énormément de désespoir ce qui se passe. Mais c'est un mouvement, évidemment, qui va chercher assez loin. Mais... la modernité ultra-individualiste, l'éclatement des liens, etc., fait que notre message sur la question finalement de non-fondement, qu'est-ce qui nous fonde ? Est-ce qu'on est un individu, une monade solitaire ou déconnecté, ou on est une personne reliée ? Et ce lien crée notre liberté, le fait d'être sous le regard des autres, etc. Ce positionnement, il est crucialement important. Et c'est sûr que, tout à fait d'accord. Et c'est sûr que du coup, c'est même le fond de l'évangile. Bien sûr. Oui. Et puis ça nous vient du judaïsme avant, la personne, etc. Donc ça, et on pense, et il n'y a pas besoin d'être chrétien pour le dire. Et en plus, c'est le fondement de la justice sociale. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que la justice, en fait, ou le progrès, c'est ça aussi qui fait qu'on est différent. C'est que nous, on croit beaucoup au progrès social, et le progrès, c'est ce qui contribue à relier davantage tous les jours les personnes. Entourage en est un exemple. Et donc, du coup, dire ça à des gens du Parti socialiste, ça me paraît une évidence. Pourquoi a-t-on été rejeté ? Parce qu'il y a une forme d'aveuglement incroyable, parce que la diction, je dirais, libérale, sur la question des désirs individuels est devenue telle qu'ils en oublient même les moindres questions de tactique basique. On sait tous qu'en 81, Mitterrand a gagné avec le vote des catholiques de l'Ouest. Oui, c'est une évidence. Mais ils sont tellement pas capables de le voir. Une iconographie avec l'église au milieu du village, sur la fiche de campagne. Voilà. Donc, voilà. Bon. Donc, nous sommes très déçus et du coup, peu étonnés que les débats aient peu de profondeur, peu de saveur, parce que c'est une addition de gadgets qui n'ont pas de cohérence d'ensemble, parce qu'ils ne sont pas fondés sur une vision cohérente de la personne. Voilà. Mais donc, on se positionne sur la recomposition. De toute façon, il y a une chose qui est très sûre, c'est que quand on entend le parti, les représentants du Parti socialiste qui ne parlent que d'économie, alors je veux bien, je suis tout à fait d'accord pour dire, la droite aussi, que c'est le nœud de la vie aujourd'hui, c'est effectivement comment arriver à boucler ses fins de mois, assurer un avenir à ses enfants. C'est certain. Mais il n'y a jamais... Pas le seul nœud. Y compris chez les classes populaires. Oui, mais c'est... La question sociale, du projet de société, voilà. Les gens sont capables de se tirer une balle dans le pied. On a un pasteur protestant à Nîmes, travaille avec des personnes vraiment de milieu très populaire. Il dit « Je préfère voter Fillon parce qu'il va m'assurer qu'il va y avoir un certain socle sur les questions anthropologiques, etc. et me tirer une balle dans le pied parce que je sais que mon RSA va prendre 200 € de moins. » C'est incroyable comme genre de témoignage. Non, mais parce que ce qui veut dire qu'il y a quand même un désir chez tous les gens, de ne pas être considérés comme un troupeau inculte, analphabète, incroyable de comprendre, qui sont capables. Moi, je suis désolée, mais quand vous avez cette grande personnalité de la gauche qui s'appelle François Mitterrand, dont on a quand même eu, j'en suis pas revenue, fêter le centenaire de la... C'est qui est quand même quelqu'un qui a détruit
qui a détruit la gauche, qui a créé les Golden Boys, le Front National et la Française des Jeux, voilà, à qui on a fait une espèce maintenant d'épondeur, parce que la gauche cherche désespérément son général de Gaulle, mais il y a un projet profond je dirais, d'humanité, effectivement un projet social profond qui est totalement absent du discours de la gauche, qui peut pas se jouer sur des questions de RSA ou simplement de considérer effectivement les électeurs comme une puissance de vote qui est capable de recevoir ou pas le RSA, du jeu. Quand on voit, pardon, je termine, quand on voit la gauche, le ministère de la Culture qui est en charge de la télévision, quand on voit l'indigence des émissions sur des chaînes nationales. Là, hein. Non, je parle de France 2, etc. Quand on voit en prime time des espèces de jeux, mais totalement crétins, qui sont avec des gros rires gras, tout ça pour faire passer de la publicité, que la gauche est au pouvoir, qu'il y a un ministère de la Culture. Non, mais au moins... un grand sujet social qui va chercher loin. C'est pas loin, l'apanage de la gauche, mais au moins, il y a, on va dire, une espèce d'utilitarisme de la droite, hein, qui ne cache pas, voilà, qui est soi-disant là, qui ne cherche pas, qui ne se présente pas comme étant la solution et la recette pour le secours des plus défavorisés, des plus démunis, les gens qui sont totalement largués du point de vue, qui sont complètement déconnectés de l'éducation. Quand la gauche est en crise, c'est tout le pays qui est en crise. Non, voilà ce qu'on pense. La question, voilà, je veux dire, il y a aujourd'hui des bonne gauche en oui, réalité. mais il y a des moyens aujourd'hui, grâce à la télévision, de faire des programmes d'alphabétisation. Il y a la 2, la 3, la 5. C'est pas les chaînes qui manquent. Il pourrait y avoir des espèces de programmes très très intelligents pour les enfants. Là, on arrive presque à la fin pour notre émission aussi, Christiane. Jean-Marie. Dans ces propos, je trouve passionnant, il y a un petit regret supplémentaire, parce qu'on y exprime beaucoup de regrets, c'est aussi que l'économie devrait être le premier lieu aussi de la pensée sur la justice et de la pensée sur l'organisation sociale. L'économie, c'est d'abord une problématique de relations entre humains. Et quand aujourd'hui on se dit finalement qu'on serait tous d'accord sur l'économie, je dis que c'est qu'on est d'accord sur rien en fait, c'est qu'on a perdu complètement tous les repères. C'est plus un pragmatisme qu'une pensée. Exactement, et ça c'est préoccupant pour la gauche, mais pour la droite aussi, je le crains. Chers amis, on est presque à la fin, on pourrait continuer volontiers la soirée, la prolonger, mais on se retrouvera dans quelques semaines. Avant de se quitter, c'est une tradition, c'est la première de l'année, c'est le mois de janvier. Mais du coup, je voudrais vous demander si vous avez un vœu à formuler, à partager ici et avec ceux qui nous regardent pour cette année qui s'ouvre. Peut-être Philippe. Après tous ces regrets, non, moi je ne suis pas dans le regret parce que voilà, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait vraiment une pacification un peu des cœurs. Je pense que c'est important. Le pays est quand même très divisé, voilà, et donc qu'on retrouve quand même le sentiment de justice, de paix, et donc des projets communs, quoi. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi plein de choses qui se font bien, et donc je suis très très optimiste. Hein. Voilà. Moi, je ferais bien le même vœu que Philippe sur cette pacification des cœurs, et peut-être d'en rajouter un du coup qui va dans le même sens et qui va plus être un moyen, qui est de retrouver le sens du débat raisonné et pas de débattre à coups de slogans sans écouter l'autre. Il y a une forme de clivage dans lequel on est rentré, dans lequel il n'y a pas finalement de vrai dialogue et donc pas de pacification des cœurs possible. Et donc je fais le vœu que 2017 et notamment ces élections se passent avec un vrai sens de dialogue et d'écoute de l'autre. Un vœu, Jean-Marie ? Moi, je reprendrai le fameux « n'ayez pas peur ». Parce que je pense qu'une partie en fait, de ces tensions qui nous inquiètent à juste titre, elle vient du fait qu'aujourd'hui, on est dans une très forte incertitude, c'est vrai, mais derrière l'incertitude, il n'y a aucune fatalité à ce que ce soit un chaos, pas du tout. Et je pense que continuons à avancer, travaillons ensemble avec une écoute mutuelle exigeante et certainement en fait, qu'il y a du bonheur possible à construire tous ensemble. Oui, moi aussi, je prends effectivement un très grand vœu de paix. C'est quand même paix sur les cœurs, aux hommes de bonne volonté, tous, autant qu'ils soient. Et je dirais un vœu de vérité, qu'on appelle un chat et qu'on cesse de mentir, tous autant que nous sommes, et surtout les politiques, qu'on dise enfin la vérité aux gens et qu'on les respecte dans la prise de responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leur pays qu'ils ont tous.
Ça, c'est un vœu de ne pas se servir de l'impact électoral ou des enjeux électoraux pour diviser. Ça, c'est mon vœu. Alors ça, c'est vache, parce que vous dites exactement ce que j'allais dire, et dans les mêmes termes. Cessez de mentir et appelez un chat un chat. Si vous voulez, je remplacerai la répétition inutile de ce que vous venez de dire par une référence à Alexandre Solzhenitsyn, qui, dans la lettre aux dirigeants de l'Union soviétique, c'est peut-être au chapitre 6, si ma mémoire est bonne, dit que la pire souffrance imposée par le régime dit socialisme réel, ça n'est pas la misère économique, qui était grande, ça n'est pas l'oppression policière, qui était grande, c'était l'obligation de mentir. On ne pouvait pas survivre sans mentir, sans dire, par exemple, que le socialisme était quelque chose qui existait, alors que la réalité montrait qu'il n'existait absolument pas. Socialisme au sens de Brejnev, pas du tout au sens d'Emmanuel Mounier, non, certainement pas. Je crois que le premier pas à faire, ça serait effectivement un travail de vérité. Appeler les choses par leur nom, ne pas les diluer dans une soupe verbale ou conceptuelle, mais essayer de voir les choses en face, de les appeler par leur nom, et puis quand il y a un problème, et Dieu sait s'il y en a, essayer de le traiter, bien entendu. Merci en tout cas à tous les 5 d'être venus partager ce moment. En tout cas, c'est vrai que c'est toujours la même tension pour nous chrétiens. Vérité et charité, il ne faudrait pas que dans nos débats, que ce soit entre catholiques ou dans le climat politique actuel, on puisse trop facilement laisser l'un faire disparaître l'autre selon le tempérament auquel on appartient. Merci vraiment à tous les 5. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos réactions à cette émission. Vous pouvez également la revoir sur le site internet www.ktotv.com. Et bien entendu, nous nous retrouverons d'ici un mois. Très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.